Merci à tous et re-bienvenue pour cette séquence. Après toutes ces séquences courtes qui ont précédé, on va avoir le plaisir de se poser quelques longues minutes enfin autour d'un sujet qui me tient à cœur puisqu'on va parler de territoire et plus précisément d'innovation et d'éco-responsabilité dans le cloud et dans les territoires. Pour ce faire, je vais avoir le plaisir de converser avec deux de mes invités et je vais les inviter à se présenter. Emmanuelle Roux, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. Bonjour, ravi et merci de l'invitation. Emmanuelle Roux, je suis donc dirigeante d'une entreprise qui s'appelle le Chaudron.io et je suis là plus particulièrement aujourd'hui en tant que vice-présidente du Synov Numérique, qui est le syndicat des petites et moyennes entreprises du numérique. Parfait, en merci. charge de la formation. Merci. Et Xavier Poisson-Gouillot-Beauchamp. Bonjour, Xavier Poisson-Gouillot-Beauchamp, donc je travaille chez Hewlett-Packard Entreprises, où j'ai la responsabilité mondiale du business que nous faisons avec les service providers. Et quand je dis service providers, essentiellement des service providers nationaux. Et je suis également le créateur et le fondateur et l'animateur d'une plateforme digitale pour rassembler les acteurs du cloud un petit peu partout. Parfait, merci. Avant de parler innovation et éco-responsabilité, faisons déjà un premier point. Le cloud, les territoires, quel est le lien? Le cloud est bien présent dans les territoires? Eh bien, voilà, effectivement, ça peut paraître étonnant. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, mon fils, hier soir de 17 ans, m'a dit quoi, tu vas parler cloud et territoire? Ça n'a pas de sens, le cloud, il n'y a pas de territoire, c'est partout et nulle part en même temps. Donc je crois qu'on a un peu de travail, effectivement, pour indiquer à quel point le cloud, en fait, est fondamentalement territorialisé. Il n'est pas magique, il n'est pas hors sol. Et donc, oui, il est effectivement au cœur de territoire. L'autre sujet, c'est particulièrement en ce moment, peut-être, et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en discuter ensemble, à travers le développement de ce qu'on appelle le edge computing, et donc un cloud de plus en plus distribué, et donc de plus en plus présent, en proximité, et donc de plus en plus territorialisé. D'accord, un cloud bien présent dans les territoires, on l'a bien compris, merci Emmanuel. Xavier, un mot là-dessus? Le cloud, c'est une expérience, c'est pas une destination. Oui. Soyons bien clair. Je dirais, on veut absolument donner un lieu à quelque chose. Donc on dit, le cloud, on se connecte dans un gros data center et c'est tout. Non, on se connecte à des myriades de data centers. Et ces centres de données, eh bien, on va les retrouver un petit peu partout dans le monde. Alors, c'est vrai qu'il y a certains qui sont plus gros que d'autres, mais quand on regarde la France, on a une richesse d'acteurs du cloud, que ce soit des fournisseurs de cloud, des gens qui innovent sur les technologies qui servent à fabriquer ces clouds, des développeurs logiciels. Donc le cloud, oui, il est un petit peu partout. Et puis pour l'utilisateur final, c'est vrai qu'il a apporté quelque chose d'intéressant, qui est la capacité à pouvoir, de façon déportée, se connecter à des ressources sans les avoir acquises, donc la consommation à l'usage. Et la beauté de la chose, c'est qu'on peut faire ça avec des clouds publics, avec des clouds privés, et puis des clouds hybrides. Donc oui, on peut mélanger les deux concepts. Parfait. On parle donc d'un sujet qui existe, nous voilà rassurés. On va peut-être descendre à la maille inférieure, qui est l'innovation et l'éco-responsabilité. Quid de cet axe, quid de ces innovations sur le cloud présent à l'échelle territoriale précisément? Emmanuel, peut-être? Je pense que les innovations sont multiples. En l'occurrence, elles sont multiples déjà parce que le cloud est vecteur d'innovation en lui-même. Y compris pour des accès de nouvelles formes de travail, pour des questions de nouveaux usages, de nouvelles occupations territoriales. Je prends ma propre entreprise, moi je suis installée depuis une quinzaine d'années maintenant sur la Vendée. On a des salariés France entière qui travaillent tous à distance les uns, et non pas seulement pour les périodes actuelles, mais de manière très très structurelle. L'autre point, c'est que le développement du cloud est aussi porté par des innovations. Et on pense en ce moment particulièrement à la question évidemment de la 5G qui vient repenser les besoins de stockage, à la question évidemment aussi des enjeux de sécurisation de la data, de la valorisation de la data de plus en plus forte, et puis aux enjeux peut-être de mining autour de la blockchain par exemple, qui demandent là aussi de la plus forte proximité de nos données et donc de présence territoriale. Bien sûr. Xavier, un complément? Oui, les territoires, la présence dans les territoires et ce qui se passe en ce moment l'a démontré. On est en face d'un tsunami qui a renvoyé tout le monde chez soi. Imaginez s'il n'y avait pas eu les clouds. Bon, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est que c'est le comportement des acheteurs dans les régions. Un client régional, il aime beaucoup travailler avec les gens qui vont le servir en le connaissant. C'est ce qu'on appelle l'informatique de proximité. Et notamment cet énorme tissu du SMB mid-market, comme les petites et moyennes entreprises,
Les 3/4 du temps, le responsable de la société n'est pas un professionnel du cloud. Il n'est pas un professionnel de l'IT. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille avec des revendeurs, systèmes intégrateurs. Et c'est des milliers de... VPK Entreprise, nous faisons à peu près 70% de nos ventes en ce qu'on appelle en indirect, et on travaille avec tout ce réseau de partenaires qui, jour après jour, ont appris ce que nous faisions, nos produits, les ont enrichis et ont apporté une valeur à l'utilisateur final. Pourquoi je parle de ça? Parce que le cloud, encore une fois, pour moi, il va se passer la même chose. On l'a vu pendant la pandémie qui s'est produite dans les 18 derniers mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui se sont dit, ben tiens, je pourrais travailler en remote depuis chez moi. Bon, ben, il me faut une solution de VDI, d'appareil déporté. Où est-ce qu'ils vont frapper à la porte? Ils vont frapper à la porte chez leurs interlocuteurs, qui sont les revendeurs, qui sont installés dans les territoires, qui comprennent leurs clients et qui toujours vont leur répondre lorsqu'effectivement, même si c'est une petite entreprise, parce qu'ils sont conscients que c'est un client. Et cette notion du client et du besoin du client au travers des partenaires dans les territoires, elle est extrêmement forte. Et je pense que ce maillage-là a été encore plus accéléré par ce que nous avons vécu et au contraire, a rapproché cet écosystème de la PME-PMI avec son revendeur du cloud, qui effectivement devient une expérience. Et lorsque le revendeur informatique commence à penser, ben mon client, peut-être que je pourrais lui vendre une infrastructure ou je vais pouvoir lui proposer un service de cloud. Et peut-être un service de cloud fait par, je ne sais pas, le service provider qui est dans ma région. À ce moment-là, tous les liens se resserrent. Il y a une acceptation du cloud qui est encore plus forte parce que l'utilisateur final, ben, il fait confiance à son système intégrateur, vendeur local, et vous établissez une chaîne qui est une chaîne de bons entre le client final, le revendeur et les service providers locaux. Et je pense que c'est un modèle qui va d'autant plus effectivement se répandre, comme l'a dit Emmanuel. À un moment donné, ben, il y a des problèmes de latence, il y a des problèmes de disponibilité des gens pour vous répondre, et vous savez que votre revendeur local, eh ben, lui, il va pouvoir faire quelque chose. Donc, cette combinaison du service provider avec local, avec le revendeur local et le client, et la compréhension du besoin finalement du client final, puisqu'on est là tous pour le servir, dans une région donnée, eh bien, va avoir un avènement, à mon avis, qui va être très très fort avec le développement du cloud. C'est pour ça que je dis toujours, c'est une expérience, c'est pas une destination. Parce qu'il peut y avoir plein de types de cloud, et la responsabilité des acteurs, systèmes intégrateurs, service providers en région, et on pourra donner des exemples un peu plus tard, mais elle est exceptionnelle. Oui, et effectivement, et pour compléter peut-être, il y a vraiment un enjeu, je crois, une prise de conscience dans ces PME, TPE que pour le coup, j'accompagne beaucoup dans mes activités. Il y a une prise de conscience, effectivement, que le cloud n'est pas magique. Et donc d'un besoin de plus en plus fort de proximité à ces données, de proximité à du service, de pouvoir mettre en place des plans de reprise d'activité, par exemple, de pouvoir effectivement mieux comprendre et avoir des interlocuteurs beaucoup plus près, et avec des enjeux sur le cloud privé qui se développent, je pense, beaucoup en ce moment, après peut-être une première période pendant laquelle ces acteurs qui ne sont vraiment pas du monde de l'IT ont pensé pendant longtemps que ça avait effectivement ce côté un petit peu magique, un peu désincarné, et ne pensaient même pas à associer services de proximité et cloud en pensant que c'était complètement dissocié, alors que je crois qu'il y a vraiment un très très fort potentiel en ce moment sur cette incarnation de proximité auprès de ces acteurs entre TPE et PME qui se parlent entre elles. Je crois que l'environnement, on va le dire comme ça, et l'actualité de moins en moins récente depuis un an a conduit à l'émergence d'un certain nombre d'acteurs et à renforcer le lien. Je propose qu'on fasse ce focus sur les acteurs régionaux maintenant, non pas pour s'en débarrasser, mais parce qu'ils sont au cœur du sujet. Hein. J'en cite un parce que je les connais bien, qui est l'articulation entre Nexeren, Data Center et Xefi, société de services de proximité. Le dirigeant, et c'est ce qui m'y faisait penser, me disait qu'au premier jour du confinement, il avait allumé 240 VPN pour ses clients. Donc cette dimension de secours, d'interface en one-to-one, mais avec une capacité de monter en charge. Vous avez sans doute d'autres exemples du même type à proposer. Oui, absolument. Je dirais que ce soit les Keops, les Antemeta, que ce soit les Xefi, que ce soit du Titan qui est en train de se lancer avec des méthodes de fabrication du cloud dans des nouveaux styles de data center extraordinaires, WebAxis en Normandie. Tout ça sont des acteurs qui sont responsables
Et je les cite en tant que tels parce qu'il y a un côté aussi, je pense à mon territoire, je pense à mes revendeurs, je pense à mon client final et je pense à être éco-responsable. Et dans éco-responsable, il y a aussi éco. Et c'est aussi l'objet de tout ce qu'on discute depuis ce matin. Mais quand vous voyez des exemples comme ce que fait WebAxis ou ce qu'a lancé DataFarm ou ce que lance Titan, ben on voit une innovation dans les territoires au niveau de comment je crée des data centers écologiques, des data centers qui consomment moins d'électricité, moins d'eau, qui sont plus frugaux. Et on voit un rythme d'innovation ici qui est relativement conséquent. Alors nous, on en parle d'autant mieux qu'on est investisseur en recherche en France. Je ne vais être pas qu'à entreprise, parce qu'on a quand même 200 personnes qui travaillent, et non pas à Paris, mais qui travaillent et à Grenoble et à Sophia Antipolis, pour ne citer que ces deux régions-là, où on travaille sur le high performance computing et sur la 5G, mais on fait ça en région. Et on a besoin, dans ces bassins, d'avoir des gens qui sont compétents en cloud, des gens qui sont compétents, je dirais, dans les nouvelles technologies, et non seulement des forces humaines, mais aussi des petites sociétés qui innovent au jour le jour, puisqu'on va se nourrir de cette collaboration avec eux dans tous nos développements. Et je vais laisser Emmanuel continuer. Acteur et soutien à la fois. Ouais. Et je trouve effectivement très très intéressant le cas de DataFarm parce que en parallèle, étant en Vendée, donc dans un secteur très agricole, je dialogue très régulièrement avec des entreprises du monde. Pour nos auditeurs, juste une incise qui ne connaîtraient pas le modèle DataFarm, DataFarm fait de la méthanisation et très littéralement à la sortie des étables. Et sur la base de cette méthanisation, recycle ce qui était auparavant un déchet pour avoir une nouvelle énergie primaire sur des petits data centers, mais qui sont du coup assez vertueux sur le plan écologique. Je vous en prie, poursuivez Emmanuel. Tout à fait, et avec un modèle de diversification aussi pour les agriculteurs d'activité. Et donc, dans cette chaîne agroalimentaire qui se perçoit elle-même souvent comme très en retard sur ces sujets digitaux, alors que, à l'inverse, on parle de tracteurs connectés de plus en plus ou autonomes de plus en plus, alors que, à l'inverse, on a des robots de traite, etc., mais qui elle-même se perçoit souvent très en retard sur ces enjeux numériques. Là, on a un très très bel exemple d'un mix au cœur de territoire, effectivement à la fois d'implantation de cloud de très petite taille, mais qui permettent une alimentation effectivement de très grande proximité et en même temps un modèle vertueux sur un point de vue d'éco-responsabilité à la fois technologique, énergétique et bien entendu aussi de circuits courts économiques dans le territoire. Et je pense que c'est une clé aussi pour pouvoir donner l'envie de développer des compétences territoriales. Parce que le sujet des compétences est vraiment un sujet crucial partout dans notre secteur là-dessus, et on aura peut-être l'occasion d'en rééchanger, mais en tout cas, voilà, il y a un axe là-dessus. Oui, dans nos échanges, vous aviez suggéré, je voudrais qu'on y arrive, la notion d'activité distribuée. On en voit bien l'impact, la spatialisation. Si on pouvait prendre quelques minutes pour élaborer là-dessus et montrer en quoi c'est peut-être aussi une source d'opportunité pour les territoires et leur développement. Emmanuel. Xavier complétera bien évidemment. Bien sûr. Je vais me permettre de sortir un peu du sujet pour revenir à une de mes marottes, et même plus que ça depuis maintenant une bonne dizaine d'années, oui, en France, oui, c'est bien ça. Oui. Il s'avère que j'ai beaucoup développé le sujet dit des Fab Labs, des ateliers de fabrication distribués mondialement, de sorte à créer ce que moi j'appelle des micro-usines locales, permettant un partage de la connaissance mondiale, plutôt sur des modèles open source, open hardware, avec des vrais acteurs de fabrication numérique localement. Donc on va parler d'impression 3D, on va parler de découpe laser, de brodeuse numérique, on va parler de tout ce qui permet en fait de transformer des bits en atomes, ici et maintenant, là où nous sommes. C'est particulièrement une activité distribuée. C'est une activité distribuée qui, sans le cloud, ne peut pas exister. Parce que pour partager mondialement un réseau distribué, par définition, on a évidemment besoin de pouvoir échanger, stocker de l'information, dématérialiser. Et c'est particulièrement, c'est ce qu'on appelle les tiers-lieux aussi, donc les Fab Labs sont aussi un peu à l'origine des tiers-lieux. On a commencé il y a 10 ans, donc on était un peu en avance de phase, je vous l'accorde, mais on les voit revenir, et on voit toute la question de la fabrication distribuée qui a lieu à travers les visières, bien évidemment, emblématiques, et comment on peut aller vers une relocalisation, excusez-moi, d'une forme d'industrie française,
et de nouvelles formes industrielles de production territoriale que la Vendée, par ailleurs, n'a jamais quitté complètement. La Vendée est l'un des territoires les plus industrialisés de France, avec ce qu'on appelle des usines à la campagne et avec des entrepreneurs qui ont monté, je pense particulièrement à un de nos clients qui a été Sodebo, 2500 collaborateurs dans un village qui fait quelques milliers de personnes parce que le papa a fondé l'entreprise ici, là où il vivait. Donc, voilà. Donc effectivement, ces modèles distribués, ils sont de plus en plus nombreux. On peut parler de gouvernance distribuée, on peut parler de production distribuée, on peut parler évidemment d'éducation distribuée à travers toute la question de l'accès pour tous à des parcours d'excellence, y compris sans avoir besoin de s'exporter ou de s'expatrier tout du moins aux États-Unis ou ailleurs, et avec une capacité à rendre accessible l'expertise partout. On peut parler de télémédecine, bien entendu. Voilà, je pense que cette question de la distribution, et la distribution veut dire des nouveaux modèles de gouvernance, ça veut dire des nouveaux modèles de décision, ça veut dire une capacité d'action en subsidiarité au plus près du terrain, là où nous sommes. Ça veut dire des circuits courts, on pourrait en parler des heures, je n'en doute pas. Mais au cœur de tout ça, bien évidemment, à la fois la question de l'envie et de la capacité des territoires à croire en eux-mêmes, je crois, de temps en temps, et d'y développer des compétences absolument essentielles pour pouvoir s'emparer des opportunités. Et puis, à la fois, bien évidemment, le cloud, qui est quand même l'infrastructure qui nous permet cette distribution. Alors, absolument. Xavier. Et le cloud est en train de suivre la même histoire. C'est-à-dire que si on regarde le projet Gaia-X pan-européen, on parle là d'utilisation de ressources qui sont fédérées, décentralisées, interconnectées entre elles, et qui sont réparties. On n'est plus dans des logiques, le cloud est un énorme réservoir sur lequel je vais me connecter et puis voilà, plus rien ne se passe. Non, les ressources sont partagées, distribuées. Et il y a un sujet qui est au cœur de tout ça, qui est la confiance. Oui. Donc, il faut effectivement des mécanismes de sécurité et des mécanismes de confiance qui vont permettre aux utilisateurs finaux d'aller bien choisir. Mais on revient toujours sur la même histoire. Ce n'est pas le métier d'un dirigeant d'entreprise de 50 personnes qui fabrique ces nouvelles générations de dentelles ou autres avec ces nouveaux systèmes que de comprendre ça. Il va lui falloir des professionnels pour l'accompagner. Et ce réseau de partenaires que nous avons construit pendant des années en tant que Hewlett-Packard entreprise pour travailler avec le client final, pour trouver la bonne solution, alors c'est là où ça évolue. Au lieu d'être simplement du matériel, ça va être du matériel, des logiciels et puis peut-être un service provider. Mais le gros message que moi je donne aux service providers qui travaillent avec nous partout en région en France, c'est intéressez-vous à ça, parce que ce maillage qui est en train de se passer entre vous peut être très bénéficiaire par rapport, je dirais, au développement de vos affaires. Donc, il faut qu'on arrive à sortir un petit peu de temps en temps du territoire dans lequel on est, travailler avec les autres, se confronter aux autres, regarder ce qui se passe au niveau européen, puisqu'il y a quand même énormément de choses. On a des pays frontaliers, ne serait-ce que la Suisse, l'Allemagne, sans parler des pays nordiques, qui ont fait des énormes progrès, enfin qui ont favorisé le progrès d'un certain nombre de technologies, qu'il faut absolument que nous regardions nous-mêmes, je dirais, en tant qu'acteurs du cloud et responsables. Mais je pense que effectivement, on a la chance d'être à un moment clé où il y a toute cette énergie de fabrication qui renaît, qui est supportée par des capacités de traiter cette information en mode cloud comme une expérience mais distribuée. Voilà. Restera certainement à voir la problématique de comment on va transporter tout ça avec et les problématiques de réseau et de latence associées. Mais effectivement, c'est un sujet qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Je voudrais faire un petit focus à l'intérieur de ce sujet sur lequel on échange depuis quelques minutes, c'est que ça n'est pas sans impact non plus sur une certaine forme de frugalité énergétique, éco-citoyenne. On a besoin de moins d'infrastructures, on diminue les transports, on permet aux gens de vivre chez eux. Est-ce que vous avez peut-être des retours d'expérience, Emmanuel, ou une vision claire de ces impacts-là? Ce cloud territorial, c'est à la fois une opportunité, mais c'est déjà aussi un bilan carbone modifié, non? Oui, je pense effectivement que la question clé, c'est de permettre de travailler en proximité sur un territoire, y compris dans des interactions qui sont pour autant dans un mode écosystémique et mondial. Et ça, sans avoir besoin de, en permanence, prendre une voiture, se déplacer, monter dans un avion, bien entendu, etc. Même si, on en parlait avant de se rejoindre, la nécessité du contact est aussi importante, mais avec une
possibilité aussi d'être moins dans la métropolisation. Oui, absolument. Une possibilité d'avoir beaucoup moins de concentration urbaine qui permettait de réunir le pouvoir politique, académique, économique en un seul lieu. Et ça, je crois que c'est absolument un facteur clé. Très clairement, sans Internet, je ne me serais pas installée en Vendée il y a 15 ans, parce que c'était juste pas jouable dans nos activités, tout simplement, même si le territoire est très intéressant. Juste peut-être en point sur la question de passer d'un modèle extrêmement, peut-être, vertical et centralisé à un modèle plutôt distribué, écosystémique. Je crois que l'élément clé, c'est ce dans quoi moi je me suis engagée à travers le Chaudron depuis maintenant quelques années, c'est la capacité à créer du dialogue. Et donc, pour travailler ensemble, il faut déjà développer une culture commune et savoir parler ensemble. Et donc, c'est comment apporter suffisamment ce que moi j'appelle du codelish, c'est-à-dire une culture technologique et numérique suffisamment douce et forte en même temps, à nos patrons de PMI, d'ETI, de PME, de TPE, etc., pour avoir une vraie capacité de dialogue, d'anticipation et de stratégie dans le développement de leurs activités, en fait. Et là-dessus, et à l'inverse, comment on apprend aussi à toutes ces entreprises du numérique, à toutes ces TPE et PME qui dans les territoires, accompagnent ces dirigeants d'entreprise, comment on leur apprend à eux à pouvoir, peut-être, parfois, avoir un vocabulaire plus adapté, plus focus sur les usages, plus focus sur l'utilisateur final, plus focus aussi sur la valeur ajoutée. Et donc, cette capacité de créer du débat, de créer une culture commune, de créer du dialogue, voilà, c'est vraiment quelque chose auquel nous, on s'est beaucoup attaché en faisant des lieux apprenants, en l'occurrence, pour mixer métiers et experts ensemble et apprendre à imaginer ces nouveaux usages dont on parle, et ces nouveaux services, et aussi ces nouveaux business models, bien entendu, un peu partout. Voilà. Il y a la question du vocabulaire, de l'enjeu de la culture est vraiment au cœur dans ce mécanisme. Et puis je pense que c'est aussi une interaction aussi entre les plus grandes entreprises et les plus petites entreprises. C'est-à-dire qu'on est tous fournisseurs ou clients de quelqu'un. Et il y a des écosystèmes qui se sont montés, prenons celui de l'aérospatiale à Toulouse par exemple, avec une société quand même bien connue qui s'appelle Airbus, qui sera entendue du reste cet après-midi dans un des ateliers de cette Cloud Week. Eh bien, autour d'eux, il y a un certain écosystème. Et ils vont réfléchir sur l'écosystème, quand je dis réfléchir, vers un effet de réflexion au sens physique, du comportement. De comment, effectivement, ils font passer des idées en interne, ils peuvent les faire passer à leurs sous-traitants, travailler mieux avec les sous-traitants, automatiser les relations avec les sous-traitants. Et typiquement, c'est comme ça qu'on va apporter aussi une évolution, non seulement du numérique vis-à-vis des métiers qui étaient là, mais également cette conscience, pour revenir à ce qui était évoqué, cette conscience de l'éco-responsable dans le sens éco. Et sur ce sujet-là, en particulier, pour revenir sur les exemples que je citais, quand on voit ce qui se passe avec WebAxis en Normandie, ce sont des gens qui ont décidé d'avoir des data centers qui, quelque part, allaient pouvoir rendre de l'énergie au réseau. Vous vous rendez compte ? Imaginez un data center qui va rendre de l'énergie au réseau électrique. Donc, il va être négatif en consommation. On change le modèle. On change le modèle. Classique. Comme Data Farm, où là, ce projet-là, qui j'espère va grandir énormément, là, il est en train de mixer, et c'est tout à fait l'esprit de Gaia X du reste, il va mixer un secteur qui est un secteur économique agricole, dont on sait qu'il y a une pleine mutation et qui doit trouver des revenus pour financer sa mutation pour devenir plus numérique, quelque part, puisqu'il n'y aura pas trop le choix. Et là, avec ce qui sort, c'est un cercle qui est assez vertueux, avec ce qui va sortir de la ferme, je vais pouvoir produire ce numérique qui va pouvoir me servir, moi, à opérer des senseurs, à opérer des devices, à opérer des choses. Donc, il faut arriver à mixer tout ça. Et je pense qu'on a énormément d'exemples en région de sociétés qui innovent au jour le jour et à qui on doit donner la part. Je vais reprendre la main parce que 25 minutes, c'est 25 fois une minute et il nous reste une minute. Voilà. Mais j'ai entendu 5G et capacité des réseaux, j'ai entendu culture du dialogue, j'ai entendu interaction riche entre les entreprises sans modèle forcément hiérarchique. Et du coup, je vais vous donner un exercice difficile, vous allez voir, il vous reste 15-20 secondes chacun pour me donner un ou deux facteurs clés de succès d'un déploiement d'une innovation cloud en territoire. Donc vraiment en quelques instants. Peut-être Xavier, Emmanuel, facteur clé de succès pour un déploiement réussi. À quoi on doit faire attention? Si je suis un client final, une des premières choses en tant que client final que je ferai,
je me tournerai vers les service providers cloud qui sont régionaux, qui me connaissent, avec qui mon système intégrateur pourra travailler pour qu'il me propose la meilleure solution. Parce que il n'y a pas une seule taille pour tout le monde. A priori, je ne connais pas tout et je dois me faire conseiller. La grande et bonne nouvelle, c'est qu'en région, on a un réseau de revendeurs systèmes intégrateurs qui est capable de vous accompagner et tirer profit des ressources qui sont autour de vous, et notamment des cloud service providers. Conseil et accompagnement. Emmanuel, le mot de la fin pour vous? Bien écoutez, je crois que je me tournerai plutôt vers les territoires, pour qu'ils puissent embrasser réellement tout ce potentiel. Je les inviterai à porter une attention au développement des compétences sur leur territoire, et vraiment la question de l'enjeu de la formation des jeunes, mais aussi les questions des reconversions de tous dans ces nouveaux métiers qui arrivent, à la fois du cloud, mais aussi effectivement, et qui sont déjà là, autour de l'IoT, autour de tous les nouveaux usages numériques. Il y a tellement à faire, et parfois tellement de pauvreté en offre de formation locale et territoriale. Donc attention là-dessus, et voilà. Sujet extrêmement transverse, mais absolument fondamental. Vous avez raison, surtout l'IT, que celui de la création et du maintien et de la gestion des compétences. On est à la fin et il me reste à vous remercier chaleureusement de vos interventions et de la quantité d'informations apportées autour de cette table et à nos auditeurs. Je vais les inviter à me suivre s'ils le souhaitent encore, s'ils ne sont pas trop là. J'ai un sujet extrêmement intéressant dans la séquence d'après, puisque nous allons parler d'achat responsable et de normes en matière d'achat responsable avec une invitée prestigieuse. J'ai hâte. À tout de suite. Merci à vous deux. Merci beaucoup.